Bon, alors bienvenue dans ce podcast un petit peu particulier, hein. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu la présentation de mon livre, donc du système vers l'individu, vous expliquer pourquoi ce livre, comment ça m'est venu, et puis retracer, on va dire, chapitre par chapitre, un petit peu le livre, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de le lire, bah, vous pouvez voir cette vidéo, écouter ça en podcast audio, ou sinon, vous procurer le livre. Donc il est disponible à la Fnac, pas mal de librairies partenaires. Je vous mettrai des liens où le trouver si le livre vous intéresse, quoi. Il se lit assez rapidement, hein, écriture assez grosse quand même. C'est quand même compliqué, dur d'écrire un livre. Moi, j'en ai jamais écrit. C'était vraiment un premier jet, un premier exercice. Il fait à peu près 110 pages, donc c'est le livre parfait à lire un petit après-midi au soleil, quoi. Donc voilà, si on en revient pourquoi puis comment ce livre. Donc moi, pour vous raconter un petit peu, voilà, moi c'est vrai que depuis petit, j'ai toujours aimé, on va dire, les discussions, on va dire, sur l'humain, la philosophie, la psychologie. Malheureusement, heureusement, mon parcours s'est un peu dessiné différemment. Donc moi, la voie gymnasiale, après j'ai fait des HEC, hein, parce que derrière, je ne savais pas trop quoi faire plus tard dans ma vie, hein. Du coup, je me suis dit, je vais prendre HEC pour m'ouvrir, on va dire, un maximum de portes disponibles. Et donc voilà, donc un petit peu la psychologie, même ça m'intéressait, la philo, un petit peu de côté, à me focaliser peut-être sur de l'HEC et puis à voir, bah, j'ai pu rebondir dessus et puis me réintéresser au sujet maintenant, quoi. Donc après, sinon, comment c'est venu? Donc c'est vrai que moi, c'est beaucoup de discussions avec mes amis, avec ma mère, ma famille, un peu sur l'humain, les systèmes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une bonne direction qu'on prend, et voilà, tous ces questionnements, je pense que chacun a et que tout le monde peut avoir. Et j'ai commencé, on va dire, à poser ça sur papier. Alors heureusement, maintenant tout le monde sait, on a l'IA, on a ChatGPT, donc c'est super, un outil vraiment génial. D'ailleurs, je m'en cache pas, moi je l'ai utilisé pour l'écriture de ce livre, rien que pour un peu poser tout le contenu, synthétiser et autres. Et voilà, je suis parti une fois en soirée, en soirée dans mon appart, un petit peu en délire, à commencer à lui balancer mes contenus, commencer à faire des réflexions aussi avec lui, aller plus loin. Mais en fait, pourquoi tu penses ça? Pourquoi ça, c'est pas correct? Moi, je pense ça. Est-ce que c'est juste? J'ai commencé à développer, et itérer et poser, on va dire, tout ce que j'avais dans ma tête sur papier avec lui, sur papier, sur écran avec lui, on va dire. Et en relisant ça le matin, je lui demande est-ce qu'on n'arriverait pas à ça, en écrire un livre, à faire un plan. Il me dit oui, tout à fait. Bah voilà un petit peu la structure du bouquin, comment on la ferait et autres. Et je me suis dit, ah, c'est assez intéressant, il y a quelque chose à faire, quoi. Et puis, toujours eu envie, moi, d'aller un petit peu dans la psychologie, la philosophie, pas eu le temps de le faire avec les études. Je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moyen, on va dire, aussi, déjà, de vider un peu ce que j'ai dans la tête. C'est toujours un bon exercice. Et puis d'écrire, voilà, moi, d'un profil quand même entrepreneur. Donc, dans l'entrepreneuriat, voilà, il y a souvent la valeur économique, mais c'est aussi le fait d'entreprendre des choses, des passions, des projets, des idées. Il faut du temps à disposition, hein. J'en avais un petit peu à ce moment-là et je me suis dit, allez, je me lance dedans, quoi. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. J'ai beaucoup réfléchi à la cover du livre, là, comme vous le voyez, là, finalement, un petit puzzle, hein, parce que c'est vrai qu'en fait, je vois un peu, on va dire, le monde et l'univers où on est finalement des pièces un peu de puzzle, tous assemblés pour former une unité, hein. Et que finalement, de se dire, alors oui, j'entends que cette pièce de puzzle, elle est essentielle pour construire le puzzle, hein. Sans elle, il ne pourrait pas se former, hein. Par contre, cette pièce, bah, c'est une pièce et elle a aussi son individualité et elle peut aussi vivre à l'intérieur du puzzle, comme aussi avoir sa propre existence un petit peu à l'extérieur. Donc, je trouvais que c'était quelque chose qui imaginait bien, on va dire, ce que je voulais illustrer dans mon livre. Donc, c'est un peu du système vers l'individu, de se dire, c'est vrai que quand on est au monde et on arrive dans ce monde, on est directement intégré dans des systèmes, hein, l'école, la famille, l'université, le travail, le mariage et ce genre de choses. Et finalement, dans ce parcours et ces steps qu'on va parcourir, bah, comment exister un petit peu plus en tant que personne, en tant que soi-même, se découvrir. Et pas des fois, alors voilà, il y a cette image, on va dire, on rentre dans un train qui fait en Suisse, on fait un Lausanne-Genève, ou allez, on va dire un Suisse-France. On arrive dans ce train, on sait où il va nous amener, il va y avoir des arrêts. Mais de se dire, bah, des fois, prendre un petit peu le temps de profiter du moment et de regarder un petit peu le paysage sur le côté. C'était une belle illustration, d'ailleurs, un petit clin d'œil à ma mère, où on avait parlé, assez joli, hein. Et de finalement, de se dire, bah, ce train, il avance, on est statique dans le train, mais finalement, le paysage, comme le temps de la vie, hein, bah, il avance à côté de nous, quoi. Je trouvais ça assez joli, hein. Et puis voilà, donc tout au long de ce livre, je retrace un petit peu les tensions que je vois et que je découvre. Ouais, c'était aussi que j'imaginais, que je pensais, que je challengeais aussi avec l'IA et que je décortiquais un petit peu le tout, hein, et de ces tensions donc qu'on peut avoir dès notre jeune âge, dans le milieu scolaire, en amour,
dans nos relations amicales et ce genre de choses. Donc voilà. Après, moi, ce que je pensais là, c'est un peu procéder chapitre par chapitre. Comme ça, vous voyez, hein, donc je crois que ça va devoir 8 chapitres. Donc finalement, de les parcourir un par un et de se dire le contenu qu'il y a à l'intérieur, en espérant vous donner envie d'aller plus loin et de le lire. Donc sur le premier chapitre, donc c'est vraiment axé déjà sur les systèmes. Qu'est-ce que j'entends par un système? Et que voilà. Et donc du coup, reprenons un petit peu à l'essence, on va dire, des systèmes. C'est vrai que ces systèmes, donc qui ont été créés par l'humain, ces systèmes ont eu pour but, dans un premier temps, de créer de la cohésion entre nous, hein, de créer, on va dire, un langage, une façon de communiquer entre nous, une façon de s'entendre, pas tomber dans l'anarchie. Et donc, on a commencé à créer des systèmes qui nous permettent voilà, d'interagir et de communiquer entre nous. Après, finalement, que j'en découle dans ce livre, je me rends compte finalement que ces systèmes, finalement, on en devient des fois un peu aussi prisonnier, hein, que voilà, on n'arrive plus trop à avoir notre individualité, notre personnalité et ce genre de choses. Et je parle des fois aussi de la pensée créative hein, qu'on peut avoir très jeune quand on est dans le monde. Beaucoup d'imaginaire, beaucoup de choses. Et finalement, on est petit à petit intégré dans ces systèmes qui finalement viennent aussi normaliser, brider notre esprit, normaliser notre créativité et nous faire, entre guillemets, un peu rentrer dans des rangs, quoi. Donc voilà. Et puis, parce que c'est vrai que moi, j'en venais, hein, c'est vrai que quand on est, on arrive au monde, on a toutes ces émotions qui nous envahissent, toute cette créativité, ce genre de choses qui se perd, on va dire, au fil du temps et qui est dommage parce que moi, j'avais vu une étude qui disait que 100% des enfants naissaient à la naissance avaient l'oreille absolue, quoi. Vraiment, parce que tous nos sens, hein, ils sont surdéveloppés. Et il y a cette théorie où on dit que plus on vieillit, on perd des neurones. Et c'est assez faux. En fait, on perd pas des neurones. C'est nos connexions neuronales qui se perdent entre elles. Parce que finalement, quand on arrive au monde, on a toutes ces connexions neuronales, d'où l'oreille absolue, cette créativité. Tout est connecté, mais finalement, le cerveau, il est assez lazy, un peu passif et autres. Et il va, étant donné qu'on vient quand même des animaux, hein, donc on a quand même cet instinct de survie très important. Et en fait, il se focalise sur l'important et sur les signaux dangereux et ce genre de choses. Et la créativité, l'oreille absolue et autres, n'étant pas un signe d'instinct de survie, et encore, hein, parce qu'on pourrait prendre sur les animaux, oui, il faut écouter ce qui se passe dans l'environnement et autres. L'humain, on est quand même dans un univers assez serein, on va dire, passif, qui fait qu'on a sous-développé, on va dire, ces sens. Donc voilà. Et voilà, après, c'est vrai que restant un peu sur ce côté animal et instinct de survie, il y a aussi ce besoin d'appartenance, cette conformité, hein, d'appartenir à un groupe, du coup d'être conforme. Et dans les groupes, bah, comme on sait, il y aura souvent des leaders, chacun aura des rôles et des fois un peu cette soumission, quoi. Donc voilà, je parle un peu de ça. Après, je retrace gentiment, on va dire, les débuts. Donc là, on parlait un petit peu de la naissance, qu'on arrive au monde. Finalement, derrière, on va arriver dans les systèmes scolaires. Hein. Les systèmes scolaires, là aussi, hein, parce que typiquement, un professeur, il aurait une classe, il a 20 élèves, 20 logiques, il ne peut pas appliquer et individualiser à chaque enfant. Mettre une logique par enfant, donc on prend des logiques communes, rationnelles, qui sont compréhensibles pour tout le monde, mais des fois un petit peu compliquées. Moi, typiquement, je sais que je n'ai pas une logique, on va dire, linéaire, j'ai une logique très imaginaire. Et dans ces logiques scolaires, un 2 plus 2 aligné, c'est quelque chose où j'ai eu beaucoup de mal. Je n'arrivais pas à me représenter visuellement ce genre de choses. Donc scolairement, des fois, assez compliqué, quoi. Après, je parle aussi de voilà, typiquement, dans ces systèmes, on attribue énormément, on va dire, de notes, de récompenses et ce genre de choses. Donc, typiquement, on va arriver en classe, on aura des biens, très bien, après des barèmes jusqu'à 6, des fois jusqu'à 10, et ce genre de choses qui permettent, on va dire, dans ces systèmes et entre humains, de quantifier, on va dire, le bien du moins bien. Donc, qui est quelque chose que je peux être amené assez à critiquer, on va dire, là-dessus, parce que finalement, chaque individu est différent et on vient quantifier sur du quantifiable, alors que pas tout est quantifiable. Une émotion, un ressenti, une personnalité est difficilement quantifiable. Par contre, c'est vrai que du quotient intellectuel, on a aussi typiquement cherché à le quantifier avec des tests de barème comme le QI et ce genre de choses. Alors, je vais juste regarder, j'en mets juste le timer, pas trop dépasser, et vous tirez trop longtemps avec tout ce que je vous dis. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu sur le premier chapitre. Et puis finalement, j'en venais un petit peu à la conclusion, à se dire des fois c'est un petit peu dommage. Alors oui, j'entends le besoin de créer ces systèmes, mais finalement les systèmes qu'on a créés
est-ce qu'ils viennent pas finalement un petit peu étouffer cet enfant, cette belle personne qu'on était au début, à nous faire des fois rentrer dans des cases qui viennent gentiment étouffer cette individualité qui pourrait, au contraire d'être contenue, emprisonnée, être exploitée et puis aller plus loin, on va dire, un petit peu là-dedans. Donc de là, on a parlé un petit peu rapidement des émotions. Donc là, j'en viens un petit peu dans le chapitre 2, où je viens parler, on va dire, des émotions et de la raison. Je fais un peu une dualité. En fait, ce chapitre 2, il était assez compliqué. En fait, je viens mettre trois choses en comparaison. Je viens mettre l'émotion, la raison et le temps. Donc, et de là, je me disais, qui fait quoi? Quel est le plus important? Est-ce que c'est mieux d'être dans la raison? Est-ce que c'est mieux d'être dans l'émotion? Quel est l'impact du facteur temps dans l'émotion, dans la raison? Est-ce que c'est une variable externe? Est-ce qu'elle interagit avec les autres? Donc, je me suis un petit peu plongé là-dessus. J'ai d'ailleurs beaucoup appris, parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien, très rationnel. Donc, j'étais assez convaincu que la raison était le plus important. Et finalement, arrivé à la fin de ce chapitre, je me rends compte que finalement, l'émotionnel est quand même plus important. On va découvrir, restez avec moi, on va découvrir un petit peu pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Donc voilà, moi, c'est vrai que donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est vrai que plus jeune, on arrive avec ce trop plein d'émotions. Combien de fois on voit des enfants, ils arrivent vers nous, ils courent, ils nous font des câlins, ils peuvent pas nous connaître, ils ressentent des énergies, et aussi ils pleurent. Voilà, c'est vrai que les enfants, aussi dans la colère, ils ont du mal à les gérer, ce genre de choses. Et finalement, plus on grandit, plus on va apprendre à canaliser et à gérer ses émotions. Et malheureusement aussi des fois à intérioriser, à internaliser ces émotions. Ce qui pour moi est des fois un petit peu une erreur parce que l'émotion, elle est ressentie, elle est là, elle est intense et on la ressent. Et on vient essayer et chercher à l'enfouir. Et pour ça que souvent, dans l'âge adulte, il y a ces émotions des fois qui ressurgissent et qui viennent nous prendre et autres. Et finalement, c'était des enfants, on va dire, des émotions de la jeunesse parce que jeunes, on les expériençait. Aujourd'hui, on vient les refouler. On a cette dualité entre je refoule, mais je la ressens. Donc voilà, quelque chose d'assez complexe. Ouais, et puis j'en venais, alors je vais un peu mélanger, parce que là, j'ai mis une note, mais je pense que je vais un peu faire des allers-retours. C'est vrai que moi, je voyais aussi quelque chose quand même d'assez positif, négatif. Bon, voilà, alors prenons comment on le prend. C'est vrai qu'un homme, moi étant homme, on nous apprend beaucoup jeune un garçon doit être fort, un garçon ne doit pas pleurer, un garçon ne regarde pas des films de princesse, d'amour. Voilà, il y a déjà, c'est très stéréotypé, ce genre de choses. Et des fois, c'est quelque chose de dommage, parce que j'en discutais dernièrement, où on disait que la femme a une certaine sensibilité, et plus sensible que l'homme. Et, ok, j'entends ce fait, et je suis d'accord, et je suis allé un petit peu plus loin, je me suis renseigné, mais pourquoi la femme est plus sensible? Et je suis tombé sur 4 variables, ou 4 raisons, on va dire. Bon, alors la première, elle est physiologique. La femme a un hypothalamus qui contient et déclenche les émotions plus grand que l'homme. Donc là, il y a un facteur physique. Et il y a aussi ce facteur, comme j'en venais sur la jeunesse, les émotions, où c'est vrai qu'une femme, c'est un peu plus OK, c'est en accord, qu'elle pleure, qu'elle ressente ses émotions, qu'elle ressente l'amour. On sait qu'une femme est plus à fleur de peau et c'est quelque chose où on est d'accord avec. Et finalement, elle, ça va lui permettre, on va dire, de ressentir ses émotions, d'apprendre à les comprendre, de savoir quelle émotion fait quoi. Alors que chez l'homme, toutes ces émotions sont refoulées, on les ressent moins. Et ça fait d'être moins fort, on va dire, dans toutes ces émotions. Donc, ça fait ça. Et du coup, ça leur développe un asset, quelque chose, une plus-value dans la vie. Et puis derrière, c'est vrai qu'on va voir souvent la femme va se diriger vers des métiers, on va dire, de soins, d'aide, où les émotions sont une plus-value, ce qui font qu'elles vont continuer dans ce développement et cette compréhension des émotions et arriver à un point où finalement, oui, une femme a plus de sensibilité que l'homme. Donc voilà, c'est des théories, vous pouvez prendre, pas prendre. C'est ce que j'ai appris. Moi, je trouve que ça fait assez sens. Donc voilà, c'est comme typiquement, il y a aussi, on dit que les femmes sont plus littéraires, c'est beaucoup de stéréotypes, les femmes sont littéraires, les hommes sont matheux, mais les hommes sont matheux parce que finalement, dès le plus jeune âge et dès les petites classes, on dit que les hommes sont forts en calcul, mais vous les mecs, vous êtes forts en calcul, vous êtes ingénieurs, vous êtes machin, c'est des métiers d'hommes. Donc la femme, elle va pas trop se pencher dessus parce que c'est pas censé être pour elle. Voilà un autre souci, comme à l'inverse, pourrait y avoir chez l'homme. Et finalement, c'est de se dire, on arrive pas en tant que femme et en tant qu'homme à la naissance, mais on arrive en tant qu'humain. Et ça serait bien, entre guillemets, je pense, de casser ces stéréotypes pour que finalement chacun découvre là où il a vraiment des compétences. Je pense qu'un homme, dès le début, sans stéréotype, peut avoir tout autant de sensibilité, une femme peut-être tout autant bon au calcul, et elle l'est. C'est juste des fois ces stéréotypes qui font dire, bon, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas si. Donc voilà.
Hop là, donc on était pas mal sur les émotions. Sur la raison, j'en venais un petit peu au fact qu'en fait, alors donc l'émotion, finalement, j'en arrivais que l'émotion, elle était très liée, parce que finalement, on a une émotion, c'est qu'on ressent quelque chose et c'est le moment présent, c'est le moment T. Alors que finalement, la raison vient prendre une dualité entre le futur et le passé, hein. Donc avec le passé, on va prendre en considération ce qu'on a appris, les expériences, les échecs, les réussites. On va prendre ça en considération. Et derrière le futur, un futur hypothétique, imaginaire. Ah mais si je fais ça aujourd'hui et machin, quel est l'impact dans mon futur? Et ce genre de choses. Et il y a ça, et c'est vrai que moi j'en discutais avec mes amis et autres, et on se disait, c'est quoi le plus important pour vous? Vivre dans le passé, entre guillemets, ou dans le futur? Alors tout le monde me dit, ah mais non, le passé c'est passé, c'est pas important, il faut plutôt se construire sur le futur. Après, j'étais un peu mitigé en me disant, alors je suis d'accord, le futur de toute façon il est beau, parce qu'on va forcément imaginer un futur, le meilleur futur, on va pas imaginer le pire futur. On va se dire, ouais, plus tard, alors je fais ça parce que plus tard, j'aurai une belle maison, ma famille, une grande voiture. On s'imagine. Et c'est ce qui va, et c'est bien parce que c'est ce qui va nous motiver et ce qui va nous donner de l'énergie. Mais finalement, c'est vivre et puis c'est faire aussi des fois dans le présent des actions d'aujourd'hui, hein, pour un futur qui est incertain. Parce que si typiquement, moi, je me dis, allez, mon rêve, c'est à 40 ans avoir une énorme maison avec la vue sur le lac, voilà, un futur hypothétique rêver, hein. Donc je me dis aujourd'hui, je vais faire tous les efforts pour arriver à ce futur hypothétique, hein. Donc ça veut dire passer à côté de ma vie aujourd'hui, hein, pour un futur et puis peut-être arriver à 40 ans dans ce futur. Je serai là dans ma belle maison avec cette vue sur le lac et je serai là. Ouais, mais en fait, je m'étais imaginé que ça serait le bonheur absolu et puis le bonheur, en fait, il y est pas, quoi. Je suis là, ok, oui. Alors, je suis content par rapport aux efforts que j'ai faits d'avoir cette belle maison, mais est-ce que c'est vraiment... Alors oui, alors de un, oui, je peux avoir ce bonheur à ce moment-là parce que j'ai très bien analysé et très bien anticipé le bonheur de mon futur prochain. Ou je peux être là, ah, mais finalement, je m'étais fait trop de joie pour le moment. Je pense que vous avez déjà eu, prenons une temporalité plus rapide, mais peut-être une fête ou quelque chose où on se fait monde des merveilles de la soirée. Et souvent dans la soirée, hein, bon, on est un peu déçu parce que finalement, on a mis trop d'attentes. Et souvent, on se dit, bon, bah, cette soirée, je mets plus d'attentes à la soirée. J'y vais et je profite du moment. Et c'est souvent là que les gens disent, ah, bah, c'était les mêmes soirées. Parce que se mettre trop d'attentes, bah, arriver au ce moment, on y a tellement rêvé pendant longtemps qu'on n'arrive même plus à profiter de la chose. Donc, pour en revenir à cette discussion futur-passé, hein, moi, des fois, j'en étais là à se dire, mais est-ce que le passé, il serait pas plus intéressant aussi, hein, parce que finalement, le passé, ça permet de ramener une émotion du passé au présent. Moi, combien de fois j'ai des discussions avec mes amis, on se souvient, ah, mais tu te rappelles les vacances qu'on avait passées? Et en fait, j'arrive à me remémorer l'émotion que j'avais à ce moment-là et ramener quelque chose du passé au présent. Et finalement, quand on est entre amis, on se rend compte que la majorité de des discussions, bah, on parle pas trop, ah, mais toi, tu te vois comment dans le futur ou autre, parce que tout le monde sait que c'est hypothétique et autres, ça nous intéresse moins. Par contre, on va beaucoup sur des discussions du passé, mais tu te rappelles, quand on sortait, on allait faire ça, avec la voiture, ce qu'on avait fait, ou bref, plein d'histoires qu'on peut avoir. Donc voilà, il y avait cette dualité, on va dire, que j'avais. Donc, je me rends compte finalement, donc si on met entre raison, émotion et temps, bah, que finalement, l'émotion, bah, que ça ancre dans le présent et que la raison, hein, finalement, on est plus sur une dualité avec le passé et le futur, de prendre en considération le passé, hein, de ce qu'on veut faire dans le futur. Et c'est là, finalement, que la raison intervient. Et j'en arrivais assez à la conclusion que finalement, c'était l'émotion qui était le mieux, on va dire, le point culminant, parce que finalement, l'émotion nous ancre dans le moment présent et nous fait ressentir le bonheur. Et des fois, quand on est dans le moment présent, on pense déjà à la suite, mais de se dire à ce moment-là, stop, et prends plaisir de ce moment présent, quoi. Et c'est souvent la chose qui est importante, parce que moi, je vois, alors il y a souvent cette question, voilà, bah, t'es sur ton lit de mort, bon, un peu glauque, hein, mais t'es sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu te souviens? Bah, ça va pas être des futurs des hypothèses du futur et autres, mais finalement, c'est des moments vécus, hein. Donc, on fera aussi appel au passé, mais et puis de ces moments vécus et de ces émotions qui ont été dégagées à ce moment-là et pas toutes ces réflexions, tous ces calculs ou peut-être le chemin qu'on a parcouru et autres. Mais arriver sur ce lit de mort, ça serait plus, ok, bah, j'ai fait l'Uni, après j'ai été dirigeant d'une grosse boîte, après j'ai fait ma famille, j'ai fait machin, mais retracer en termes de CV ce qu'on a fait. Mais c'est plus se rappeler, on va dire, je pense, des beaux moments, et on dit toujours, hein, typiquement, avant de s'endormir, la meilleure façon de faire, c'est de mettre le corps on est à repos, en harmonie et en calme. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On va penser à des moments plaisants. Et idéalement, petite astuce technique, c'est
ne pas utiliser que la mémoire, mais aussi utiliser les cinq sens. Typiquement, posez-vous sur cette plage avec l'horizon. Alors là, vous avez l'image visuelle, le coucher de soleil, voilà ce qu'on peut imaginer. Et derrière, essayez de se souvenir du toucher qu'il y avait, des odeurs qu'il y avait. Et là, vous allez voir, on va encore beaucoup plus loin dans cette connexion. Donc voilà, ça c'était un petit peu le chapitre 2. Chapitre 3, donc naturellement, j'en découle, finalement que j'en arrive au temps présent, au moment présent, lié à l'émotion. C'est ce qui est censé amener un petit peu plus le bonheur. Et j'en viens là un petit peu plus dessus. Et puis, donc voilà, donc là je partirais, on va dire, philosophie, psychologie. Il faut pas que j'oublie quand même la thématique principale qui sont des systèmes. Et je me disais, quel est finalement l'impact des systèmes? Pourquoi les systèmes nous font pas ressentir et prendre place à nos émotions et aller de l'avant de là-dessus? C'est parce qu'ils ont bien compris que l'humain, on n'aime pas l'insécurité. En fait, c'est prendre tous les besoins primaires. On n'aime pas l'insécurité. On a un besoin d'appartenance. On a un besoin de conformité, qui découle de l'appartenance. Donc, jugeant là-dessus, il va envoyer des codes sociaux. Et puis, il va faire croire que, déjà, les biens matériaux, c'est ce qui amène le bonheur. Finalement, on se dit tous, j'ai donné l'exemple avant, acheter une maison, avoir une belle voiture, s'offrir un nouvel ordi, toutes ces petites choses matérielles qu'on souhaite s'offrir, qui vont procurer des bonheurs éphémères, mais qui finalement, dans le temps, vont pas durer, parce que ça va être éphémère. Oui, je vais avoir ma nouvelle voiture, je vais être content 2-3 jours, 1 an, 2 ans après, ma voiture, non, ça va être là. En fait, c'est une course au matériel, à chaque fois se procurer ces petits dopamines, ces petits shoots de bonheur qui finalement sont pas forcément la clé. Et ça, justement, les systèmes l'ont bien compris et ils essayent de jouer là-dessus. Combien de fois on voit dans les pubs TV la famille qui est dans la nouvelle je sais pas, Citroën, Touareg, ou je connais pas trop les voitures, donc belle marque de voiture, qui ont l'air heureux, ils parcourent des paysages magnifiques, des sourires et autres, et cette fausse croyance que finalement c'est ça le bonheur. Donc voilà. Et pas que je m'égare. Voilà, c'était un peu finalement là que je revenais de pas confondre, on va dire, désir et plaisir, qui finalement sur le bien matériel, c'est ce qu'on désire, qui sont des désirs, c'est un puits sans fond, il sera jamais comblé, on désirera toujours ce qu'on n'a pas. Donc on n'arrivera même pas à profiter de ce qu'on a, parce que finalement, le moment où on aura la chose, on voudra la prochaine chose. Et de se dire finalement, moi je comparais le désir au plaisir, qui ramène au bonheur à l'instant T, de prendre plaisir dans ce moment et pas penser au moment prochain, à la suite, mais d'être à ce moment avec ses amis, ce coucher de soleil, cette chose. Ce moment qui nous apporte des émotions et nous fait plaisir, de ressentir ces émotions, de les vivre et de se dire « Ok, stop, là, je vis un bon moment, quoi. » Donc, voilà. Donc, ouais, j'en arrivais à trouver cette faculté, on va dire, de vivre l'instant présent. Alors, chapitre 4, il y a un petit peu moins de corrélation. Dans le livre, elle est mieux faite. Mais je parle un petit peu sur l'amour. Donc, je parle déjà, comme j'en ai parlé un petit peu avant, de ce conditionnement genré qu'on a homme-femme, où c'est vrai, c'est fou, un garçon, on lui offre des camions, on lui offre des action man, pas mal de choses genrées, on le fait voir des films d'aventure, des films d'action. Une femme, on va lui offrir des poupées, des dinettes, on va lui faire voir des films romancés, on va lui faire lire des livres. Tout ce genre de choses qui finalement, dès notre plus jeune âge, nous laissent pas toutes les voies disponibles, mais nous met déjà, on va dire, dans des cases un petit peu prédéfinies et des voies un petit peu pré-tracées, quoi. Donc, et qui aussi, malheureusement, sépare, on va dire, les genres, parce que finalement, les garçons vont partir d'un côté avec du foot, des actions et ce genre de choses, les filles d'un côté, et il n'y a jamais de mixité, alors que je suis convaincu, comme les femmes, je pense que chacun, l'un comme l'autre sexe, peut s'apporter des choses. On a des compétences physiques, intellectuelles. Il y a quand même de la différence. Et puis, chacun peut amener à l'autre, mais on est amené à être séparés dès le plus jeune âge. Et vous voyez, petit, on prend une salle de classe, on va demander aux garçons d'aller s'asseoir à côté d'une fille, mais c'est la catastrophe. Alors que finalement, c'est pas si dramatique que ça, mais c'est parce qu'on arrive dans une société où on segmente les deux. Et on crée même, pour moi, 2 camps. Les gentils, les ennemis, alors ça peut être ça à l'inverse, mais le noir et le blanc, disons. Et ça met cette dualité qui est un petit peu ridicule. Alors heureusement, en grandissant et dans la fleur de l'âge, les hormones se réveillent un peu et on se dit « Ah, mais la fille, elle est jolie, elle est intéressante. » Là, on va commencer à s'intéresser aux filles et finalement, on se rend compte que
les 2 sexes s'apportent, hein, la femme va m'apporter des choses que j'ai pas, comme je vais lui apporter des choses qu'elle n'a pas et finalement parce que c'est vrai que dans notre jeunesse, on va, traîner avec nos semblables parce que c'est plus facile, c'est plus sécurisant. Typiquement, moi, j'ai une balle de foot au pied, je l'envoie, vers un autre mec, il va me la renvoyer. On a les mêmes codes, on se comprend, donc sécurisant. Mais arrivé à un certain âge, vers l'âge 18-19 ans, j'aurais fait le tour, enfin, parce que finalement, c'est une copie, c'est un semblable à moi-même. Et finalement, pour aller un petit peu plus loin dans cette facette de moi-même, ben, il faut aller trouver quelqu'un qui va m'amener au-delà de mon réfléchi, de mes compétences. Et c'est là que l'homme et la femme se rencontrent et que on va au-delà, on va dire, de nos capacités et nos possibilités. Quelque chose d'ailleurs que moi que j'ai appris avec mon ami ChatGPT, hein. Au début, moi, j'étais assez sceptique où je me disais, mais attends, mais c'est bizarre, étant donné que j'avais cette vision où quand on est enfant, ben voilà, on est naturel, il y a tout qui est assez juste, nos émotions et autres. Pourquoi on va pas vers les femmes, on reste vers les mecs? Et c'est normal et c'est naturel. Et ben, à force de discuter avec Chat, j'en ai compris que finalement, oui, c'est normal dans notre jeune âge parce qu'on va chercher ce qui est rassurant, ce qu'on connaît, on a besoin de se former. Par contre, et de prendre confiance en nous. Par contre, arriver à un certain point, cette formation, cette confiance en nous acquise, bon, on va aller plus loin. Et c'est justement ce partenaire qui va nous permettre de développer cet au-delà de nous-mêmes et d'aller plus loin. Donc voilà, et après, revenons un petit peu au système. C'est vrai que sur les systèmes, après, ben, je parlais, donc déjà qui mettent en place, on va dire, c'est... Alors ça, c'est plus, ouais, mais c'est l'humain et des systèmes, cette séparation genrée, on peut l'appeler comme ça. Et derrière aussi, avec le mariage, qui viennent derrière mettre cette institution du mariage, qui maintenant est quand même pas mal détournée, parce que prenons avant, on se mariait, c'était plus pour éviter des guerres, typiquement le roi du château X, le roi du château Y, je prends ma femme, je prends ton fils, on fait une alliance, et on fait ce genre... et voilà, et c'est pour ça qu'un petit peu est né le mariage, et c'est resté. Hein. Et maintenant, c'est vrai qu'on a ce mariage où on doit se promettre amour et fidélité à vie. Hein. Alors, il y a pas mal de débats. Est-ce que c'est possible, amour à vie? Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense pas pour tout le monde. Je pense que c'est possible. Pas tout le monde est capable. Je pense qu'on est tous différents. Et je pense que on a érigé un seul modèle d'amour et de mariage, qui est l'amour hétérosexuel et monogame. Par contre, oui, je pense qu'il convient à certaines personnes. Je pense à la majorité, étant donné que c'est ce qui a été adopté. Par contre, pas à tout le monde, quoi. Alors aujourd'hui, heureusement, bien heureusement, notre société est plus ouverte. Il n'y a pas que ça comme solution. Mais voilà, pendant longtemps, ça a été que ça. Et c'était de nouveau s'enfermer dans des systèmes, d'avoir peut-être d'autres envies, mais devoir faire ça pour complaire et pour appartenir à ce genre de système. Donc voilà, heureusement, maintenant, c'est en train de s'ouvrir. Mais c'est un travail voilà, qui doit être mis en avant et qui se fait, quoi. Et j'ai fait un petit peu le tour. Et puis voilà, donc j'en venais un petit peu sur l'amour, donc un peu plus sur l'interne. Derrière, je partais un petit peu plus au niveau de l'externe. Donc après, je pouvais parler, on vient un petit peu sur le corps, hein, et je parlais même ici du corps-objet aujourd'hui. Hein. C'est plus vraiment notre corps, c'est plus le corps idéalisé de la société, hein, où finalement, bah, on n'a vraiment pas le nôtre parce qu'on est encore pire maintenant hein, avec les réseaux sociaux et autres. Et encore, il y a les retouches photos. Il y a même maintenant, on voit de l'IA qui vient nous retoucher ou créer même des personnages complètement fictifs. Et on croit que c'est la réalité. Et finalement, des fois, c'est une fausse réalité parce que nos corps, ils sont quand même morphologiques. On ne peut pas les transformer, même si on a beaucoup qui passent sur le bistouri et autres, mais on vient à changer nos corps, remodeler. J'avais un exemple assez joli d'ailleurs où des poupées Barbie, où finalement, si on prend l'origine des poupées Barbie quand ça a été créé, c'était vraiment une simple poupée banale. Et finalement, on a fait ressembler de plus en plus la poupée, hein, qui sont venues avec les poupées Barbie, donc à l'humain. La poupée Barbie, hein, sublimée et magnifiée de l'humain, c'est vraiment les tops, ce qu'on croyait le top, et puis l'érigé, on va dire ce qui est censé être la perfection féminine, et finalement, c'est l'humain qui cherche maintenant à ressembler à une poupée Barbie, quoi. C'est plutôt utopique comme idée, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce désir profond hein, de la jeunesse, de la fécondité, de rester beau, de rester jeune et ce genre de choses, et de pas accepter bah, des fois ce corps bah, qui se transforme, qui change, qui vieillit, et ce combat que je peux entendre, hein, ce combat contre la mort, de rester jeune, de rester fécond dans la fleur de l'âge, mais qui finalement vient amener, on va dire, des dérives au niveau de la société, quoi. Donc voilà, donc là, c'était vraiment toute la première partie, hein, donc vraiment sur ces systèmes. Alors là, c'est vrai que là, j'ai beaucoup plus parlé, on va dire, de l'humain, mais
tout finalement ce que là j'ai parlé de l'humain et les constats que j'en ai faits, c'est lié à des dérives des systèmes qui nous ont amenés à ce genre de choses, quoi. Et donc voilà, donc moi, comme vous voyez, avec toutes ces questions, toutes ces choses des systèmes qui m'énervaient, où je me sentais pas, ben, il y a eu au bout d'un moment cette frustration qui est née en moi. Et puis moi, toujours un cerveau très, très créatif, très imaginaire. Alors moi, j'ai bien voulu rentrer dans les normes, hein, pour l'école, après l'université. Je me suis cassé la tête à apprendre des choses, à avoir cette logique linéaire. Je m'étais dit: «OK, le scolaire, l'uni, ça va être ça et dans le boulot, waouh, ça va être, je vais enfin pouvoir m'exprimer, aller de l'avant et tout» et finalement, je me suis rendu compte, ben, que les sociétés, souvent, parfois, bah, c'est un peu une continuité de ce qu'on a dans le scolaire et autres et arrivé à toute cette frustration emmagasinée et ce genre de choses, j'ai envie de tracer un petit peu, ma voie tout seul. J'ai eu la chance de naître, enfin, de ma génération, donc on peut le dire, allez, je suis de 91. Je suis pile arrivé sur l'âge des 30 ans, sur, on va dire, bon, c'est déjà arrivé un petit peu avant, mais c'est là que ça prenait vraiment mon côté sur le digital et autres. Même un petit peu avant, moi, j'avais 25 ans, j'ai commencé à voir ça et j'ai vu, on va dire, le digital. Alors, le digital, j'ai pas une passion pure pour le digital. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le peu de barrières à l'entrée qu'il y avait. Parce que c'est pas comme un métier d'avocat ou médecin ou autre, où finalement, les années d'expérience vont toujours primer, hein. Parce que c'est vrai qu'un médecin qui a 20 ans d'expérience, il a vu plus de cas, il a plus d'expérience comme un avocat, et un junior pourra jamais lui passer devant. Alors que dans le digital, bah, c'est la balle est remise au centre et finalement, aujourd'hui, même moi, je suis dans le digital, là, maintenant, un jeune qui a 20 ans, qui connaît les codes TikTok, en 2 jours, 3 jours, il peut être meilleur que moi. Et puis aujourd'hui, même avec l'IA et autres et toutes les formations qu'il y a en ligne, on peut être autodidacte et il y a plus de meilleurs. Ça, finalement, ça va être au plus curieux, au plus créatif et j'ai vu une opportunité là-dedans. Donc je suis allé dans le digital, je suis quelqu'un quand même d'assez déterminé et d'assez curieux. J'ai mis un peu les mains dans le cambouis, commencé à faire des choses et autres et puis finalement, il y en a quand je l'ai fait, peu qui le faisaient parce que les barrières d'entrée étaient assez faibles, peu qui le faisaient et du coup, j'ai commencé à m'y mettre et puis commencer à structurer le tout, hein, et j'ai réussi à trouver, mon émancipation, on va dire, de tous ces systèmes, dans l'entrepreneuriat via mon agence digitale où j'accompagne, mes clients, où j'ai pu lancer à côté plein de projets. J'ai lancé des e-commerce, une boutique de yoga, pas mal de projets, on va dire, que j'ai fait, bah, grâce au digital. Parce qu'au digital, finalement, on arrive à faire pas mal de choses. On arrive à se faire un site internet. Après, il faut trouver juste des fournisseurs ou trouver des clients. Mais on arrive à construire, un petit peu, la chose. Donc j'ai trouvé ça dans l'entrepreneuriat qui pour moi, alors il y a pas que, hein, cette forme d'émancipation des systèmes, mais qui pour moi, en tout cas, a été la mienne. Et je vais m'arrêter un petit peu 2 secondes là sur l'entrepreneuriat, où c'est vrai que l'entrepreneuriat, on voit le mot entrepreneuriat et on voit souvent la valeur économique de l'entrepreneuriat. Et c'est souvent, des mecs qui font, des millions, ce genre de choses. Et moi, j'étais pas trop d'accord et je suis revenu un peu sur l'étymologie latine de l'entrepreneuriat, qui veut dire entreprendre, qui est entrepreneuriat, entrepreneur, le dérivé d'entreprendre, qui entreprendre en latin est interprendere, qui signifie se saisir avec la main. Et je trouvais très joli, hein, qui pour moi, dans ma façon de penser, c'est se saisir de quelque chose, se saisir d'un projet et lui donner vie, quoi. Donc ça, c'était quelque chose que j'aimais bien et je trouve qu'il y a aussi des dérives par rapport à l'entrepreneuriat où attention, l'entrepreneuriat, c'est pas un métier pour moi, c'est une forme, de faire son métier. Parce que typiquement, aujourd'hui, j'ai fait du digital. Je pourrais très bien faire du digital dans une boîte. Je pourrais très bien être infopreneur et puis faire ce digital dans mon coin. Être entrepreneur et puis créer des choses grâce au digital, qui pour moi est la bonne version. Et voilà, et puis l'entrepreneuriat pour moi est une forme, une façon de faire. Comme ça pourrait être, on pourrait mettre dans ce cas-là infopreneur, indépendant, entrepreneur, salarié, et puis après j'oublie peut-être d'autres formes. Mais voilà, c'est une forme de réaliser son activité, hein. Donc voilà, des fois on voit de l'entrepreneuriat comme un métier, c'est pas un métier, hein. Donc voilà, et puis c'est vrai que moi je disais sur le fait d'entreprendre. Alors là, je parle de mon agent digital. Alors c'est vrai que maintenant, donc j'ai mes clients, j'ai fait mon e-commerce, donc c'est vrai qu'il y a une valeur économique, donc je me mange un peu en disant là-dessus. Mais en revenant sur la forme, que je veux l'autre façon dont je veux en parler, qui est plus la forme, c'est d'entreprendre des projets comme typiquement, bah, ce livre où j'ai pris énormément de plaisir, à aller dans un univers que je connaissais pas du tout, hein. J'ai jamais été très littéraire, les dissertations, c'était une catastrophe. Mais j'avais toutes ces pensées dans ma tête, bah, tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous voyez que voilà, il y a pas mal de choses que je ruminais,
qui est en moi. Et aujourd'hui, on a de la chance avec le digital, avec l'IA qui arrive, qui nous donne pas mal de chances de pouvoir faire nous-mêmes, on va dire, des choses et entreprendre des projets. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était compliqué. Une agence où il me fallait un monteur vidéo, il me fallait quelqu'un qui me fait des visuels, quelqu'un qui écrit pour moi, quelqu'un qui me relie, quelqu'un qui fait l'édition. Là, on peut tout faire nous-mêmes. Là, typiquement, le livre, donc je l'ai écrit moi avec ChatGPT. Après, je l'ai mis sur Word. Après, je me suis auto-édité sur une plateforme ça m'a coûté 30 francs finalement d'avoir mon livre publié. Et puis après, c'est du book on demand. Donc, dès que j'en commande un livre, il l'imprime et puis je le reçois. Donc, j'ai un peu auto-édité mon truc. C'est moi qui ai fait la cover, qui est mis en format. Voilà, on va avec ChatGPT, on lui dit, OK, c'est quoi le format des livres? Quelle est la typographie utilisée? Voilà, si on a vraiment envie de le faire, moi je suis assez convaincu qu'avec de la volonté et un peu de détermination, on y arrive, surtout aujourd'hui avec les outils qu'on a, où on arrive un petit peu à tout faire. Où là, typiquement, j'ai lancé récemment un podcast. Et un podcast, voilà, il faut éditer, il faut faire les logos, les tasks. Et finalement, j'ai tout fait moi-même parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'outils à disposition où on arrive à tout faire nous-mêmes et qui vont encore aller plus loin après, quoi. Donc, voilà. Après, je dis aussi que une bonne façon d'entreprendre, pour moi, c'est de trouver des passions, quelque chose qui vous anime profondément, sur lequel vous avez une passion. Car si d'entreprendre quelque chose pour sa valeur économique et pour faire de l'argent, ça va jamais marcher. Parce que quand on entreprend quelque chose, il faut avoir la passion, il faut faire plus que les autres. Et puis pour faire plus que les autres et de le faire il faut en fait la passion. Voilà, j'en venais. Il faut cette passion et cette envie. Et puis moi, je voyais quand je faisais ce livre, je rebossais les week-ends ou même le podcast, je fais les week-ends. C'est quelque chose qui m'anime, j'ai plaisir à le faire. Et finalement, quand on y met tellement d'énergie, tellement de plaisir, c'est quelque chose qui se ressent et l'argent devient une conséquence, mais ça ne devient pas le moteur primaire, quoi. Bon, après, il y en a qui peuvent avoir en moteur primaire des fois l'argent, c'est tellement motivé par ça que ça les fait se lever, que ça donne l'énergie. Par contre, ça, c'est pas tout le monde. Par contre, je pense entreprendre quelque chose parce qu'on a cette passion, c'est quelque chose de plus accessible et que je conseille à tout le monde. Et donc, si finalement, à côté, vous avez peut-être un potager et puis vous faites ça, et puis derrière, vous aimeriez peut-être un peu le commercialiser, le vendre, faire un logo, lancez-vous à côté, ça vous prend un peu de temps et vous verrez, finalement, c'est pas du temps embêtant, c'est du temps où vous prenez plaisir et tout se fait assez naturellement, quoi. Et donc voilà, après, c'est le conseil que je donne. Après, c'est vrai que ça se dit, tout le monde peut être entrepreneur. Par contre, pas tout le monde, j'ai la phrase, tout le monde peut. Ouais, voilà, mais pas tout le monde va faire les efforts pour. Donc, c'est vrai qu'après, ça demande quand même des efforts où il va y avoir des échecs, il va falloir être résilient, il va falloir de la détermination et en faire plus. Mais si, on va dire, pour moi, il y a ces 4 ingrédients mis ensemble, moi, je suis assez convaincu qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et de toute façon, dans ce genre de voyage entrepreneurial, il ne faut pas voir forcément la finalité, mais voir le voyage qu'on va faire, quoi. Et pour moi, c'est ça le plus beau. Je vais être honnête, ce livre, alors là, je fais le podcast pour essayer de le vendre, mais aussi un peu donner mes idées, ma vision, et puis créer de l'énergie autour de ça. Mais moi, je l'ai sorti, j'attendais pas forcément de faire des millions, des milliers, des cents. D'ailleurs, je n'ai pas vendu encore beaucoup, soyons francs. Parce que voilà, derrière, j'aurais dû peut-être aller avec une maison d'édition, faire de la com, aller plus loin dessus. Mais finalement, j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre. Et je vous dis pas, waouh, quand j'arrive chez moi, j'ai mon carton et j'ai mon livre, et puis je vois Vincent Goutman et j'ai fait un livre, je me dis, waouh, incroyable. Alors oui, ça, c'est la finalité. Et le long de l'écriture de ce livre aussi, quel bonheur aussi. Et ça m'a permis, je sais que moi, typiquement, avant, je faisais quand même pas mal de cauchemars. Et on dit souvent, ces cauchemars, alors, il parle de journal intime, journal d'écriture, ce genre de choses. Je me voyais mal faire un journal intime, cher journal nanani nana, mais de poser sur papier mes émotions, toute cette frustration que j'avais. C'est comme typiquement des artistes. J'aime beaucoup d'ailleurs la chanson, je ne sais pas si vous connaissez, de Loïc Notet, Monsieur Madame. Lui, même chose, il l'a écrit en une soirée, il a vraiment, grossièrement, un peu vomi ses paroles. Et puis finalement, il a vomi ses paroles, il l'a sorti, et finalement, c'était un super tube parce qu'on a senti cette authenticité, cette façon de faire. Et lui, il disait, à la base, c'était pas du tout ça, j'avais juste envie de vomir le tout. Et ça m'a fait du bien, et c'est vraiment des exercices qui font du bien et qui vont l'avant. Et puis voilà, c'est vraiment là-dessus que ça m'a aidé. Et vraiment, comme je le dis aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'IA qui arrive, je pense qu'il y a des choses maniées. Alors ouais, l'IA fait peur. Alors je pense déjà mon métier digital, je pense qu'il va être coupé avec l'IA, mais ça me fait pas tant peur que ça parce que finalement, on va pouvoir faire d'autres choses, on va pouvoir aller plus vite, faire différemment, et on va pouvoir sortir du côté opérationnel et retrouver cette créativité qu'on avait jeune. Parce que jeune, on sait rien faire, on sait pas s'utiliser nos mains, on n'a pas tous les mots pour notre vocabulaire. Par contre, on a plein d'idées, on est très créatif. Et j'ose espérer qu'on va retrouver cette créativité de jeunesse
et pouvoir faire. Et puis après, il y aura ce ChatGPT qui sera nos mains, notre opérationnel, et en fait, on pourra juste laisser notre créativité aller de l'avant et faire des choses. Et aussi, même dans la formation, l'éducation, où je critiquais avant typiquement, et je comprends qu'un prof, bah, il peut pas aller de manière personnelle sur chaque élève. Par contre, aider de l'IA et autres, ben, l'IA va pouvoir comprendre les personnalités et finalement la matière que le prof cherche à enseigner, bah, l'IA peut la faire enseigner cas par cas à l'élève. Donc, il y a peut-être un mix à faire et ça pour beaucoup de métiers qui va permettre, on va dire, d'individualiser la chose tout en gardant, on va dire, les compétences humaines et ce qu'on a, quoi. Donc voilà, on arrive un petit peu au bout de un peu, honnêtement, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, donc moi, comme vous dites, le livre est disponible, je vous mettrai des liens. Et c'est vrai que dans ce livre, si on reprend maintenant du début à la fin, donc le livre s'intitule Du système vers l'individu. J'aurais même dû le faire à l'inverse. C'est finalement un individu qui arrive dans des systèmes où là, avec l'entrepreneuriat, mais il y a aussi d'autres formes, où je cherche maintenant un peu à émanciper, savoir qu'il appartient à des systèmes, mais à s'émanciper un peu et puis vivre un peu plus dans sa singularité, dans son développement personnel et autres. Et finalement, maintenant, on crée l'IA. Et est-ce que finalement, l'IA laisserait place à de nouveaux, ne laisserait pas place à de nouveaux systèmes? Ouais, ça serait se dire que finalement, moi, voilà, j'y reviens. Ça serait de se dire, bah, attention cette fois à ces nouveaux systèmes de ne pas en devenir prisonnier, comme on a pu le faire avec les premiers systèmes qu'on a créés, où finalement, on dit un peu métro, boulot, dodo, où finalement, on est enfermé dans ces systèmes qu'on a créés. Personne ne nous a rien demandé. On sait créer le métro, boulot, dodo. Donc, on a créé ça. Maintenant, il y a l'IA qui va arriver. Je pense que ça va créer de nouveaux systèmes. Attention donc à ne pas en devenir prisonnier, mais de l'utiliser à bon escient dans son bien-être à chacun et dans son développement personnel. Donc voilà, moi j'arrive gentiment au bout de mon truc. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Si vous avez des questions, vous voulez interagir avec moi, il y a des points ou des choses où vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ça peut. Moi, c'est une vision que j'ai. J'entends bien qu'on n'a pas tous la même vision et heureusement, chaque individu est de manière magnifique, unique. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire là-dessus. Et puis moi, très volontiers, je viens échanger avec vous, on vient en discuter. Et si vous avez aussi des fois des projets, mais manque d'énergie, ou vous avez besoin de techniques, ou de comment j'ai fait, ou vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vous mettrai aussi le lien. J'ai fait un lien sur mon site internet, ou alors je l'ai appelé la méthode V-Coaching. Donc voilà, vous pouvez booker des sessions de 30 minutes avec moi. Et si vous avez des idées sur l'entrepreneuriat ou vous voulez échanger sur des thématiques ou autres, bah, moi, c'est très volontiers que je viens échanger là-dessus avec vous. Voilà.